Nous allons pouvoir reprendre nos travaux pour cette dernière table ronde de la journée. Last but not least, comme on dit, puisque elle n'est pas des moindres. Voilà, je viens de le faire en français, avec talent. Elle n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de la table consacrée aux lanceurs d'alerte. Alors, est-ce que c'est une nouvelle tendance ou un véritable renouveau de la morale individuelle et collective? Est-ce que c'est le héros des temps modernes ou est-ce que c'est le semeur de zizanie? Qu'est-ce qui fait que je suis lanceur d'alerte? Comment j'opère? Comment je suis protégé? Est-ce que du coche je suis la mouche ou est-ce que du groupe je suis le mouchard? Et on va évidemment regarder toutes ces questions ensemble pour accompagner donc ces réflexions. Maître Isabelle Béguin à ma gauche, avocate. Florence Kella de l'autre côté, qui est conseillère juridique à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, au ministère de la fonction publique en clair. Samuel Diens, avocat et président de l'Association nationale des juristes territoriaux. Et puis à ma gauche, Stéphane Peintre, directeur général des services de l'agglomération de Sophia Antipolis et président du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Alors, pour bien cadrer les choses, enfin, tenter en tout cas de cadrer les choses, parce que, alors, on est dans la transparence, je vais vous dire, cette table ronde, elle était compliquée à mettre en œuvre parce que tant les éléments, en fait, s'imbriquent les uns dans les autres, se chevauchent, et de nombreux intervenants me disaient « Oh, mais il risque d'y avoir des redites, etc. » Mais bon, donc on aurait pu choisir de parler, enfin, j'aurais pu choisir de les faire parler les uns après les autres. On aurait sans doute gagné en clarté, peut-être, mais on aurait perdu, me semble-t-il, en richesse des échanges et justement dans la mise en avant de la complexité de cette problématique. Donc on a quand même choisi le débat. Voilà, alors, mais on va tenter de le clarifier dès le départ avec déjà une définition. Puisque dans vos attributions, évidemment, au titre de vos fonctions à la DGAFP, vous êtes de celles et de ceux qui rédigeaient des textes. Donc la définition aujourd'hui du lanceur d'alerte, définition qui n'a pas toujours fait l'unanimité, on peut le dire. Reconnaissons-le. Je vous remercie. Effectivement, définition qui n'a pas fait l'unanimité jusqu'à sa publication il y a quelques jours. Pour les lecteurs assidus du journal officiel, vous aurez pu prendre connaissance de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, qui fixe une définition légale du lanceur d'alerte et met en place un dispositif général de protection des lanceurs d'alerte. Alors, quelle est cette définition? Je vais droit au but, de façon à ce que nous puissions ensuite en débattre. Alors, quelle est cette définition? Vous verrez qu'elle est relativement longue, complète et comprend de nombreux éléments qui permettront à l'avenir, on l'espère, aux lanceurs d'alerte de s'identifier comme étant des lanceurs d'alerte au plein sens du terme et ouvrant droit à la protection, les nouvelles protections mises en place par cette loi. Alors, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Au terme de la loi, un lanceur d'alerte, c'est une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, jusque-là, c'est pas très nouveau parce que c'était déjà prévu par certains dispositifs. Plus nouveau, une violation grave et manifeste d'un engagement international, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, mais également une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, ainsi qu'une menace ou un préjudice grave au pluriel, autrement dit une menace grave ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance. Voici la définition légale du lanceur d'alerte. L'article, qui est l'article 6 de la loi Sapin 2, apporte immédiatement quelques précisions qui permettent de cadrer un peu davantage cette définition. On nous dit que les faits, informations ou documents, quelle que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre. Alors, comment est-on parvenu à cette définition qui, comme vous avez pu le constater, est complète et, on le verra sans doute par la suite, dépasse les dispositions sectorielles existantes qui protègent déjà les lanceurs d'alerte dans certains domaines précis? Eh bien, à l'origine de cette disposition nouvelle de la loi Sapin, il y a plusieurs choses. D'abord, des amendements
qui ont été déposés dans plusieurs projets de loi qui ont depuis été adoptés et qui tendaient déjà à renforcer la protection des lanceurs d'alerte. Et puis il y a eu une proposition de loi également du député Yann Gallu, déposée à la fin de l'année 2015, qui tendait aussi à mettre en place cette fois un vrai dispositif général de protection des lanceurs d'alerte, avec une définition. Et puis il y a surtout le rapport du Conseil d'État qui a été rendu à la demande du Premier ministre, justement avant d'aller plus loin par des dispositions diverses, aller plus loin dans la protection des lanceurs d'alerte. Le Premier ministre a souhaité confier au Conseil d'État la mission de faire un bilan critique des dispositions existantes et éventuellement de proposer des avancées pour renforcer la protection des lanceurs d'alerte, mais également protéger les personnes qui peuvent être victimes d'alertes malveillantes ou d'alertes de bonne foi. Le Conseil d'État a fait plusieurs propositions. Dans ces propositions, je ne vais pas les énumérer parce qu'il y en a une vingtaine ou une quinzaine. Dans ces propositions, il y a notamment celle de définir par la loi un socle de dispositions communes destiné à mettre en cohérence les dispositions sectorielles existantes. Ce socle de dispositions communes devant comprendre, pour le Conseil d'État, une définition du lanceur d'alerte, des procédures graduées et sécurisées de signalement, des modalités de traitement des alertes qui n'existaient pas jusqu'à présent, ou très peu, et des dispositions également renforçant la protection des lanceurs d'alerte de bonne foi. La définition qui a été finalement adoptée a fait l'objet de nombreux débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec à chaque fois un renforcement et davantage de précision dans la définition au fur et à mesure des navettes entre l'Assemblée nationale, le Sénat, le passage en commission mixte paritaire et puis enfin la lecture définitive par l'Assemblée nationale. Sur quoi on portait ces débats essentiellement? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la définition du lanceur d'alerte, il y a quelques objectifs qui n'ont pas vraiment fait de débat. Le fait qu'un lanceur d'alerte puisse révéler un crime ou un délit, ça n'a pas vraiment fait de débat parce que ça existait déjà. Le fait qu'il puisse révéler un risque grave pour la santé publique, pour l'environnement, voire pour la sécurité publique, ça n'a pas non plus fait vraiment de débat puisque ça existait déjà dans les dispositions sectorielles. En revanche, ce qui a fait le plus de débat, c'est d'une part l'élargissement des manquements qui peuvent être signalés par un lanceur d'alerte, donc au-delà du crime et du délit. Est-ce qu'un lanceur d'alerte peut signaler un manquement à la loi, au règlement? Est-ce qu'il peut dénoncer une violation d'un engagement international, une violation d'une directive ou d'un règlement communautaire? Ça n'était pas jusqu'à présent protégé par les dispositifs existants. C'est vraiment une nouveauté de la loi et un élargissement assez considérable de la protection des lanceurs d'alerte qui, à condition qu'ils remplissent certaines conditions, pourront signaler ou révéler un manquement. Alors, pas n'importe quel manquement, en réalité, c'est une violation grave et manifeste, ou manifeste et grave, de la loi, du règlement, d'un engagement international. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel il y a eu pas mal de débats, c'est la possibilité ouverte aux lanceurs d'alerte de révéler une menace ou un préjudice à l'intérêt général. Ça, c'est une formule que l'on trouve dans la loi, mais qui a été un peu précisée et un peu circonscrite. C'est une formule qui résulte de la recommandation du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe de 2014, et qui avait été reprise par Yann Gallu dans sa proposition de loi. Hier plutôt, dans les dispositifs sectoriels, la protection visait les lanceurs d'alerte qui lançaient des alertes révélant un risque ou un problème de sécurité sanitaire, ou un risque pour la santé publique ou pour l'environnement. Mais les autres domaines dans lesquels des risques peuvent exister, et des risques graves également pour l'intérêt général, n'étaient pas inclus dans les dispositifs sectoriels. Donc en adoptant une notion générale de menace et de préjudice grave pour l'intérêt général, le législateur a fait le choix d'englober les dispositifs sectoriels qui existent, mais d'aller en réalité bien au-delà. C'est ce qu'on appelle l'alerte éthique, c'est ça? C'est ce qu'on appelle l'alerte éthique. L'alerte éthique, l'adjectif éthique évidemment qui est déterminant, signifie que l'alerte a pour but de
poursuit un but d'intérêt général. C'est pas un intérêt particulier, c'est pas l'intérêt, c'est pas le but n'est pas de faire péricliter un concurrent ou de se venger d'un supérieur ou d'un collègue, mais c'est vraiment de poursuivre un but d'intérêt général, et c'est, je crois, effectivement l'élément déterminant de la définition d'alerte éthique. Donc ça peut être effectivement un conflit d'intérêts. Ça peut être tout à fait un conflit d'intérêts, puisque le conflit d'intérêts, vous en avez peut-être parlé ce matin, voilà. Le conflit d'intérêts peut revêtir plusieurs qualifications juridiques. D'abord, ça peut être un délit, si on rentre dans le champ du code pénal, de l'infraction définie au code pénal. Et puis, ça peut être la méconnaissance d'une loi, notamment la loi déontologie, qui impose aux fonctionnaires dorénavant de veiller et de prévenir les conflits d'intérêts et d'y mettre fin lorsqu'ils y sont confrontés. Donc le conflit d'intérêts entre effectivement dans la nouvelle définition, même si... Et dans le cadre des collectivités, effectivement, c'est sans doute peut-être le cas qui sera le plus fréquemment rencontré. Enfin, le lanceur d'alerte sera plutôt devant des conflits d'intérêts. On peut l'imaginer, en tout cas. Oui, on peut l'imaginer, mais là encore, le dispositif général et la définition générale va en réalité bien au-delà des conflits d'intérêts. Je pense notamment aux risques graves pour l'environnement ou pour la santé publique. Il peut y avoir dans les collectivités des éléments d'information qui parviennent à la connaissance des fonctionnaires et qui peuvent révéler l'existence d'un risque grave. Je pense notamment à l'environnement, puisque c'est sur le terrain que les risques pour l'environnement se matérialisent. Et donc, on peut être confronté à cette situation. Alors, vous dites l'alerte éthique, elle est introduite par la loi déontologie. Oui. Et Sapin 2 précise la mise en œuvre, la procédure, c'est ça ? Alors, l'alerte éthique, elle préexistait déjà pour les fonctionnaires. On va centrer le débat sur la protection des fonctionnaires lanceurs d'alerte ou des agents publics lanceurs d'alerte. L'alerte éthique, en réalité, elle préexistait déjà puisque, vous le savez, par une loi du 6 décembre 2013, a été introduit dans le statut général des fonctionnaires un article nouveau, l'article 6 ter A, qui protégeait déjà les agents publics révélant ou signalant des crimes et délits. On est déjà dans le cadre de l'alerte éthique, parce que le but, c'est quand même, quand on signale un crime ou un délit, c'est d'obtenir que la personne soit condamnée, qu'il y ait une condamnation pénale, et donc on est bien dans la poursuite de l'intérêt général. Ce dispositif de l'article 6 ter A a été complété très récemment par la loi déontologie, la loi du 20 avril 2016, par la possibilité de lancer une alerte en matière de conflit d'intérêts. Cette possibilité de lancer une alerte en matière de conflit d'intérêts préexistait en réalité déjà pour ce qui concerne les conflits d'intérêts dans la vie publique, donc concernant les membres du gouvernement, les élus locaux, par le biais de la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique. Donc on avait déjà plusieurs dispositifs de lancement d'alerte éthique. La loi déontologie a déjà, dans un premier temps, elle a été largement complétée, mais complétait déjà l'article 6 ter A sur plusieurs plans. D'abord en introduisant le lancement d'alerte en matière de conflit d'intérêts, et par ailleurs en commençant à introduire l'idée de canaux identifiés d'alerte, puisque à l'origine l'article 6 ter A dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013 ne précisait absolument pas quels devaient être les destinataires de l'alerte. On savait que le procureur de la République était un destinataire potentiel, puisque c'est inscrit dans le Code de procédure pénale, à l'article 40. Mais en revanche, est-ce qu'on pouvait alerter une autorité administrative extérieure à son employeur ? C'était pas précisé. Donc la loi déontologie apporte des précisions en indiquant que le lancement, l'alerte, peut être signalé ou révélé à l'employeur, à l'autorité judiciaire ou à une autorité administrative. Avec une petite précision en matière de conflit d'intérêts, la loi déontologie impose aux fonctionnaires, à l'agent public, en matière de conflit d'intérêts, de s'adresser en premier lieu
à son employeur, au supérieur hiérarchique ou au référent déontologue également mis en place par cette même loi. Donc voilà, ça c'est l'état du droit avant l'intervention de la loi Sapin. La loi Sapin ajoute un deuxième étage à la fusée, si j'ose dire, puisqu'elle introduit à l'article 6 terra un nouveau paragraphe qui protège les fonctionnaires qui lancent une alerte en mettant en œuvre le nouveau dispositif général dont on va parler ensuite. Alors justement, Samuel Biens, ceux qui connaissent bien la sphère locale et lisent la presse professionnelle, on vous a beaucoup lu, beaucoup entendu, extrêmement critique après la loi déontologie sur effectivement le cadre du lanceur d'alerte. Dans cette foulée d'ailleurs, j'avais relevé dans la Gazette un sondage qui révélait que 63% des fonctionnaires interrogés jugeaient le statut de lanceur d'alerte insuffisamment protecteur. Donc vraiment, vous n'étiez pas le seul. Mais j'ai envie de dire, ça c'était avant, puisque maintenant il y a Sapin 2. Est-ce que vos craintes sont totalement apaisées ? Par principe, jamais. Par principe, jamais. Le diable se niche toujours dans les détails. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'effectivement, la loi Sapin 2, pour faire un rapide détour par cette loi avant de revenir à la loi Lebranchu, cette loi a vocation à, et ça c'est à mon avis son principal intérêt aujourd'hui, à donner une définition de ce qu'est une alerte éthique. C'est-à-dire qu'on avait ce travers depuis des années, mais c'était déjà le cas avec la loi Sapin 1, hein, c'est comme dans les films, ça, on a toujours le 1, le 2. Dans la loi Sapin 1, je vous rappelle qu'on avait un chapitre sur une loi qui s'appelait déjà Loi de prévention de la corruption, 29 janvier 1993. On garde tous en tête que la loi Sapin, c'est la loi sur la DSP, hein, le régime juridique des DSP. C'était un élément de la loi de prévention de la corruption, déjà. Et cette mise en place d'une procédure simplifiée, qui était déjà une grande avancée à une époque où il n'y avait rien sur les délégations de service public, en 1993, avait organisé le régime juridique d'une notion qu'on n'avait pas définie. On ne savait pas ce que c'était que la DSP, légalement parlant. Il a fallu attendre une loi de 2001 pour qu'on définisse la DSP. Et bien là, avec l'alerte éthique, on a eu un peu le même mouvement, c'est-à-dire qu'on a eu, et de manière parfaitement louable, la volonté de protéger celui qui lance l'alerte dans des secteurs d'abord, effectivement, et Mme Kayla l'a très bien rappelé, des aspects, ce que j'appelle moi des alertes en silo, c'est-à-dire qu'on était sur la sécurité sanitaire, sur l'environnement, sur le médicament, sur les conflits d'intérêts, et que la volonté était effectivement d'avoir une définition, déjà une première définition, et qui permettait finalement à tout le monde de pouvoir avoir un référentiel. Est-ce que je suis dans la situation d'être un lanceur d'alerte avant de savoir si je peux prétendre au bénéfice de la protection du lanceur d'alerte. Et en cela, la loi Sapin me semble être une grande avancée, même si, mais c'est l'exercice qui veut cela, on a encore, notamment sur la question de la gravité de la menace ou du préjudice, un renvoi extrêmement fort à l'interprétation de chacun. Et cette interprétation qui ira, évidemment, dans certaines situations, être en contradiction potentielle avec l'interprétation qu'en fera l'employeur et qu'en fera le juge. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est assez révélatrice de cette recherche d'équilibre entre les intérêts des uns et des autres. Mais voilà, ne boudons pas notre plaisir. On a une définition formelle, globale, de ce qu'est le lanceur d'alerte. Après, se posera, eh bien on va le voir dans la procédure que Mme Kayla a également rappelé, se poser quelques questions avec la loi Lebranchu. La loi Lebranchu, je vous rappelle, c'était le rajout d'une situation nouvelle de lancement d'alerte qui était, je signale, des faits constitutifs de conflit d'intérêts. Le signalement d'un crime ou d'un délit, et qui pour moi, mais on pourra avoir un débat là-dessus, n'est pas une alerte éthique. Quand je signale un crime ou un délit, je suis dans le cadre, en tant que fonctionnaire bien sûr, on est dans ce cadre-là, je suis sur l'article 40 du Code de procédure pénale. Je suis sur une disposition qui, pour moi, ne relève pas de l'esprit général de l'alerte éthique, qui est une dimension préventive. Quand on lance une alerte, c'est justement pour éviter. On est en amont. Voilà. Et c'est le risque, à mon avis, c'est lorsqu'on va trop concevoir l'alerte éthique comme un moyen d'assurer le contrôle interne ou de réparer des illégalités déjà commises qui, à mon sens, risquent de faire glisser l'alerte éthique vers une forme de substitut à ce qui doit être le fonctionnement normal et régulier d'une institution administrative. Mais au-delà de ça, ce rajout que fait la loi Lebranchu a ceci d'intéressant, c'est que elle conditionne un ordre de saisine, que vous avez rappelé, différent. Et on va voir ce que ça peut donner éventuellement avec la loi Sapin, qui
pour l'instant, moi, j'ai un problème d'articulation dans les procédures. Là, le branchu nous dit, vous signalez un crime ou un délit, c'est la loi du 6 décembre 2013 qui a prévu ça, vous pouvez aller directement devant une autorité administrative ou judiciaire. Sans savoir, l'autorité judiciaire, on est bien d'accord, c'est le procureur, l'autorité administrative, chacun va pouvoir, et ça c'était pour moi un élément d'incertitude. Vous voulez signaler, vous devez signaler des faits constitutifs d'un conflit d'intérêts, vous devez d'abord, effectivement, prioritairement, saisir votre supérieur hiérarchique et ou le référent déontologue désigné dans votre collectivité ou référent de votre collectivité. Ce n'est que dans l'hypothèse dans laquelle l'alerte lancée en interne est vaine que vous pouvez, donc sur un conflit d'intérêts, que vous pouvez ensuite aller soit sur une autorité judiciaire, soit sur une autorité administrative. Là, une vraie difficulté qui me semble, et pour avoir beaucoup échangé avec des élus et des fonctionnaires là-dessus, ce qui leur posait problème, et que je reprends volontiers en compte, c'est qu'est-ce qu'une alerte vaine? À quel moment on va considérer, en tant que lanceur d'alerte, il faut se remettre dans la situation, hein, je suis dans ma collectivité, je prends la responsabilité de signaler des faits à ma hiérarchie en disant voilà, telle situation est constitutive d'un conflit d'intérêts, et on me donne la responsabilité de déterminer à quel moment cette alerte interne aura été vaine pour ensuite passer à un cap supérieur. C'est quoi une alerte vaine? J'ai pas de retour? On me bat froid? Ou au contraire, je sens qu'autour de moi, on demande des éléments d'information, on commence à s'exciter pour essayer de trouver des éléments qui pourraient justifier, dans un sens ou dans un autre, ce que j'ai pu signaler. Est-ce que c'est parce qu'on va me faire un accusé de réception? D'ailleurs, la loi de 2013 sur l'alerte en matière environnementale avait prévu l'obligation d'un accusé de réception pour celui qui a lancé l'alerte, pour savoir où en était véritablement son alerte et savoir derrière quelle suite serait à donner. Et donc, on a cette difficulté de déterminer, parce que c'est l'individu lui-même qui a la charge de déterminer ce qui est une alerte vaine ou pas. Ça, c'était pour beaucoup l'idée de... C'était un frein. Beaucoup de fonctionnaires que j'ai pu rencontrer qui nous ont saisis sur ces questions-là, notamment en termes d'organisation déjà de procédure, avant même l'obligation que la loi Sapin 2 a prévue, nous disaient mais à quel moment je détermine une alerte vaine? Et ça, c'était des éléments qu'il fallait organiser en interne. Mais on le voit, c'est sur le volontarisme de la collectivité. La loi n'imposait pas et ne déterminait pas ce qui était cette fameuse alerte vaine ou pas. Là-dessus, on verra, la loi Sapin 2 a amélioré, sur un aspect en tout cas, les choses, mais vraiment, j'insiste sur cette dimension d'articulation qu'il va falloir trouver entre la procédure Le Branchu, qui existe toujours bel et bien dans la loi du 13 juillet 1983, hein, puisque la loi Le Branchu n'a fait que modifier la loi droits et obligations des fonctionnaires de 83, et cette procédure un peu plus générale que prévoit la loi Sapin 2 pour savoir si on est sur dispositif complémentaire ou concurrent. Michaela, la parole est à vous pour répondre à cette question de M. Diens. Alors effectivement, l'article 6 ter A, dans sa rédaction issue de la loi Sapin 2, comprend effectivement deux dispositifs. Le premier, c'est celui résultant de la loi déontologie, dite loi Le Branchu, et le second, c'est celui de la loi Sapin. La coexistence de ces deux dispositifs, évidemment, est source de questionnement et sera source d'interprétation et de clarification, notamment par le biais, sans doute, de guides ou de circulaires qui viendront préciser pour les lanceurs d'alerte et pour les employeurs comment s'articulent ces deux dispositifs. La difficulté à laquelle a été confronté le législateur, c'est, comme l'a rappelé Samuel Diens, les fonctionnaires, et comme je l'ai dit au départ, les fonctionnaires sont tenus de signaler sans délai au procureur de la République, donc à l'autorité judiciaire, les crimes et délits dont ils ont connaissance. Ils peuvent passer par leur autorité hiérarchique. Ils peuvent le faire, mais ils ne sont pas obligés de le faire et on ne peut pas leur tenir rigueur d'avoir alerté directement le procureur de la République. Or, le dispositif de la loi Sapin 2, dans sa généralité, impose aux lanceurs d'alerte de signaler d'abord à leur autorité hiérarchique, à leur supérieur hiérarchique, y compris en matière de crimes et délits. Donc, il y a la difficulté d'arriver à concilier
les obligations prévues par le code pénal, les obligations déontologiques prévues par la loi déontologie, et puis la mise en place de ce dispositif général voulu par le gouvernement et le législateur, qui doit s'appliquer dans tous les cas de figure. Si vous lisez le code du travail, vous trouverez exactement la même formulation et le même dispositif général de protection. Donc c'est la difficulté à laquelle a été confronté le législateur et qui a conduit à la coexistence, de ces deux dispositifs. Si c'est le supérieur hiérarchique qui est en cause ou potentiellement en cause, j'ai le droit de sauter à l'étage au-dessus ou pas? Alors, la loi Sapin dit les supérieurs hiérarchiques, donc c'est pas forcément le N+1, ça peut être le N+2, voire plus. L'employeur, en collectivité, ça peut être aussi le maire. C'est l'élu, voilà. L'élu. Ou le référent mis en place, désigné à cet effet par la collectivité. Donc, si l'alerte vise directement le supérieur hiérarchique, que ce soit le N+1 ou le N+2 de l'agent, il pourra se rapprocher du référent désigné. Il pourra aussi saisir le défenseur des droits, dont la saisine est prévue par la loi Sapin, et dont l'objet est de conseiller les lanceurs d'alerte sur l'organisme approprié pour recevoir leur alerte. Pas forcément très simple. Non, ce n'est pas simple. Alors, je suis lanceur d'alerte, je saisis effectivement, donc dans le cadre de Sapin 2, je saisis mon N+1, et après je dois donc attendre un certain délai, c'est ça? Combien de temps? C'est cette difficulté, et alors effectivement, qui sera probablement traitée par des circulaires d'application et des guides pour accompagner les élus et les fonctionnaires dans la mise en œuvre de ce dispositif, mais c'est très clairement cette difficulté-là d'articulation, c'est-à-dire si je me situe dans la loi déontologie, c'est moi qui vais déterminer en tant que lanceur d'alerte sur un conflit d'intérêt, j'insiste, à quel moment je vais considérer que l'alerte a été vaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, à mon sens, suffisamment de réaction de l'autorité que j'ai saisie pour considérer que là, je passe un cap supérieur. Ce que dit la loi Sapin 2, et là je parle évidemment sous votre contrôle, c'est qu'il faudra attendre avant de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire autorité judiciaire, autorité administrative ou ordre professionnel. Il faudra attendre de constater qu'il n'y a pas eu je cite, les diligences suffisantes de la personne qui a été saisie ou un délai raisonnable. Donc c'est la capacité d'appréciation. On revient sur cette difficulté. Alors après j'entends la difficulté de fixer un délai précis pour des autorités internes. Pour l'équilibre des deux parties dont parlait Mme Kella tout à l'heure, il faut effectivement. Mais là clairement on renvoie sur celui qui a déjà pris cette responsabilité que de signaler des faits. On lui dit ça sera à toi aussi à apprécier à quel moment tu dois considérer. Et tu dois. Là on est sur le présent de l'indicatif. On est sur une obligation juridique. À quel moment tu dois considérer que les diligences normales n'ont pas été réalisées, un délai raisonnable a été dépassé, pour que tu sois ensuite en capacité d'aller saisir une autorité judiciaire, une autorité administrative ou un ordre professionnel. Et la presse, en tout dernier recours, très loin, sinon attention, ça brûle, c'est ça? Ça peut brûler. Oui, ça peut brûler, oui. Ça peut brûler très fort. Ouais. Voilà. Mais ça, alors qu'on voit que dans certains cas, je pense au Mediator, parce que j'ai vu le film La fille de Brest très récemment, comme sans doute d'autres d'entre vous, et on voit bien que l'alerte, on tente de la faire passer, puis mais il n'y a que quand la presse s'en mêle que finalement l'affaire sort réellement. Dans certains dossiers, il n'y aura effectivement que la presse. La vraie difficulté, et c'est là où il y aura un gros travail de formation, de sensibilisation et d'explication, la grosse difficulté et le gros danger serait de laisser penser à ceux qui vont se retrouver en situation d'avoir des éléments, de se dire, voilà, il n'y a qu'un moyen pour que ça sorte, je vais voir la presse. Et là-dessus, alors la loi Sapin est très claire, c'est une simple faculté au 3e niveau, que l'on laisse, c'est l'ultime recours. Et déjà, mais là, ma consoeur en parlera tout à l'heure, déjà le juge administratif a indiqué que saisir directement soit la presse, soit écrire un ouvrage sur telle ou telle situation, sans avoir, entre guillemets, pour reprendre un vocabulaire européen, épuisé les voies de recours préalables.
c'est-à-dire son supérieur, éventuellement une autorité administrative ou judiciaire au préalable, mettez l'agent lanceur d'alerte dans une situation de responsabilité personnelle. Alors, épuiser son supérieur, je me tourne vers le supérieur. Est-ce que Stéphane Peintre, le président des directeurs généraux que vous êtes, reçoit quand même finalement cette procédure de façon aussi mitigée que le président des juristes territoriaux? Oui, même sans doute plus que lui. Je crois qu'il faut saluer le travail qui a été fait par le gouvernement et les parlementaires ces dernières années sur ces questions-là, parce que évidemment il y avait un besoin, il y avait une nécessité d'intervenir dans ce domaine, et je crois que quelque part on ne peut que se féliciter des avancées dans ce domaine. Néanmoins, je crois qu'on est dans un dispositif légal qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement théorique, qui fait peu cas de la réalité de ce qui se vit sur les territoires, et notamment dans les administrations publiques, et qui fait de ce dispositif un dispositif certainement morné sur le plan de son application. Vous êtes abrupt d'emblée. Sur le plan de son application, parce que, je ne vois pas comment on va arriver à sensibiliser l'ensemble des agents, parce que ça s'adresse à tous les agents. Ça ne s'adresse pas qu'aux cadres. Ça s'adresse à l'ensemble des agents. Comment on va pouvoir les sensibiliser à des notions aussi complexes, dans un environnement qui est toujours plus contraint, avec des chaînes hiérarchiques qui demeurent, et qui demeurent pesantes, pressantes, quotidiennement. On est vraiment... Enfin, moi, je suis très inquiet de ce qui va pouvoir sortir, et je pense qu'en dehors des cas les plus graves, qui nécessairement sortiront dans la presse, souvent bien avant qu'ils soient portés à la connaissance de la juridiction ou de l'administration concernée, dans le quotidien, j'ai peur ou qu'on se trouve face à des refus de procéder à ces alertes, ou alors qu'au contraire, on se trouve avec parce qu'on connaît ça, on se trouve avec des gens qui vont faire de l'alerte éthique à tout bout de champ. Mais il y a quand même en place, ou il va y avoir en place plus exactement, justement par la loi déontologie aussi, des référents déontologues. Oui. Je ne sais pas, Antibes, vous n'en avez sans doute peut-être pas encore, mais ça va se faire. C'est une question qu'on doit évoquer aussi. Effectivement, c'est un progrès dans la loi. Et c'est quelqu'un qui va aider aussi. Alors, il faut espérer, tout dépendra de la manière dont ils vont être mis en place, qui va les organiser, parce que dans les grandes collectivités, on aura les moyens de mettre en place des référents déontologues. Ce ne sera pas forcément le cas partout. Donc, il faut voir comment ce sera organisé. On a parlé des centres de gestion qui pourraient mener ces missions, pourquoi pas. Mais il n'empêche que c'est une culture qu'il faudra acquérir. Il faudra du temps pour acquérir cette culture. Et non seulement la culture, mais la connaissance même des procédures. Parce qu'on voit bien la définition entre l'article 40 de procédure pénale ou la loi Sapin 2. Vous pensez bien que ce sont des distinctions que nous, juristes, nous pouvons faire, mais que le commun des mortels, et a fortiori le commun de l'agent communal, ne va pas faire. Et on a beau le lui expliquer, dans la réalité, c'est extrêmement compliqué. Donc, il ne faut pas se voiler la face. D'autant plus que, encore une fois, dans une collectivité, la chaîne hiérarchique, elle est très proche. Oui, il y a une grande proximité, de toute façon, bien entendu, par rapport aux administrations de l'État, par exemple. Et que donc, aller dénoncer son supérieur hiérarchique, qui peut être son ami, son cousin, son parent ou n'importe quoi. Voir son élu. Voir son élu, c'est pas simple. Alors bien sûr, quand on est face à un crime,
la question est différente. Mais là, dans la prévention du conflit d'intérêts, d'autant plus qu'on a vu ce matin combien était large la définition du conflit d'intérêts, et que donc, je vous disais tout à l'heure, si vous prenez une horloge, chaque seconde qui passe, il se commet des conflits d'intérêts dans nos collectivités, partout pareil. Donc le conflit d'intérêts, c'est quelque chose de permanent. Donc vous craignez une ambiance très délétère finalement au sein des... Je pense que dans un premier temps, nous risquons d'avoir des... Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, hein, bien sûr, il fallait le faire, mais je pense que là, on est passé d'une situation où il n'y avait rien à une situation où on nous demande le chevalier blanc de tout à l'heure. Voilà. On va effectivement revenir sur ce risque-là. C'est très français. Pendant des années, on ne fait rien, on laisse tout faire, et puis du jour au lendemain, on se dit « Ah, mais pourquoi on n'a rien fait ?» Donc, il faut maintenant... Zorro est arrivé. Voilà. Ça me vient sur le déontologue également. Est-ce que c'est cette épaule fragile et solide à la fois, pour reprendre une phrase de Goldman? Beaucoup d'espoir dans le référent déontologue. Oui. Objectivement, c'est un appui. En tout cas, il faut que les collectivités et les dirigeants territoriaux, qu'ils soient élus ou qu'ils soient fonctionnaires, se saisissent de ce référent déontologue. J'entends trop souvent encore l'idée selon laquelle c'est un gadget. On a voulu faire plaisir aux agents en leur disant qu'ils avaient un droit à un conseil utile. Alors évidemment, certains disent « mais si c'est un conseil inutile, c'est pas la peine ». Non. Un conseil utile, ça veut dire très clairement que c'est un conseil utilisable. Et pour faire écho à ce que disait le président Peintre, c'est très clairement aussi l'une des conditions de la désignation du référent déontologue. C'est-à-dire ça doit être quelqu'un qui doit être en capacité non seulement à connaître la règle, parce que la déontologie, on le voit, ce sont des textes, une réglementation, une législation, de la jurisprudence, mais au-delà de ça, un conseil utilisable ne se limite pas à rappeler les grands principes, par exemple, du secret professionnel. C'est concrètement accompagner un agent qui vient vous poser une question pour lui dire, dans cette situation, voilà le champ des possibles devant vous. Et ça conditionne le choix du référent déontologue. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est de faire savoir à l'ensemble de ses collaborateurs qu'il existe ce référent déontologue. La ministre Lebranchu, dans les débats parlementaires, parlait d'un échelon déontologique de proximité. Et cette proximité, elle est pour moi extrêmement importante pour que le déontologue intègre le paysage institutionnel et l'environnement professionnel des collaborateurs. Et surtout, troisième élément, il ne faut surtout pas, à mon avis, et c'est pour ça que ça mériterait de devenir un véritable métier à part entière, ne pas limiter le déontologue uniquement dans cette position peu attentiste. J'attends qu'on vienne me poser la question. Le déontologue, c'est celui qui doit être dans sa structure, ou lorsqu'il est référent d'une ou de plusieurs structures, le premier vecteur, et je reprends ce qui a été dit, en termes de culture déontologique. Il doit être vraiment proactif pour initier, instiller cette culture déontologique, et enfin faire passer, mais ça c'est des choses sur lesquelles on est quelques-uns que l'on espère depuis de nombreuses années, faire passer la déontologie de cette image extrêmement moralisante, cette espèce de carcan qui interdit tout, en une notion qui, intégrée au quotidien, est un sens de l'action, est un sens et l'indication du sens de l'action bonne, comme aurait pu le dire Ricoeur. C'est ça l'idée fondamentale de ce référent déontologue, c'est faire entrer la déontologie au quotidien. C'est pas transformer les agents en moralisateurs, c'est pas du tout ça dont il est question. C'est simplement qu'ils intègrent dans leur agir professionnel quotidien, à côté de l'expertise de métier, à côté des contraintes financières parfois, des contraintes RH quand on est cadre, mais faire entrer pour tout le monde cette dimension de l'action déontologique. Et ça, j'insiste, c'est pour tous les collaborateurs. Ce n'est pas uniquement les cadres dirigeants ou ceux qui sont dans ces fameuses zones de risque que l'on a vues tout à l'heure sur les conflits d'intérêts, parce que moi je considère que tout agent public est dans une zone de risque au titre du conflit d'intérêts. On reviendra tout à l'heure sur vos craintes, Monsieur Peintre, en matière de débordement potentiel, mais on va continuer sur quand même la protection du lanceur d'alerte. Aujourd'hui, notamment par rapport aux représailles, la loi Sapin 2, là aussi, apporte une protection bien plus importante qu'auparavant. Isabelle Béguin. Oui, tout à fait. La loi Sapin 2 a introduit dans le statut de la fonction publique le principe de l'interdiction des représailles envers un lanceur d'alerte. C'est à l'article 6 ter A qui indique qu'aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi. De cette loi donc, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Donc,
désormais, ce principe est inscrit dans le statut. Néanmoins, déjà auparavant, lorsqu'il y avait des situations, alors ce n'était pas encore caractérisé, de lanceurs d'alerte, mais de fonctionnaires qui parfois violaient leur devoir de discrétion professionnelle, étaient sanctionnés. Le juge avait néanmoins des outils pour sanctionner les représailles contre ces agents. Je citerai par exemple un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans lequel le juge administratif a dégagé un principe général du droit de non-représailles à l'encontre d'un fonctionnaire qui avait fait un signalement sur le fondement de l'article 40. Donc depuis, effectivement, là aussi, ce principe de non-représailles à l'encontre des fonctionnaires qui font des signalements a été inscrit dans le statut général, mais au moment où il n'était pas inscrit, le juge administratif donc, a dégagé un principe général du droit. On a encore un autre cas qui a été jugé en juin dernier par le tribunal administratif de Strasbourg d'un agent hospitalier qui avait alerté le maire sur les rejets dans la rivière des eaux usées de l'hôpital. Donc, l'agent avait été par la suite licencié pour motif disciplinaire et donc il avait contesté cette sanction devant le tribunal administratif qui lui a donné gain de cause. Le tribunal administratif là a estimé qu'il n'avait pas commis de faute professionnelle, qu'il n'avait pas manqué à son obligation de discrétion et à son obligation de réserve puisqu'il avait auparavant averti sa hiérarchie en vain et qu'il avait ensuite donc alerté le maire qui au titre de ses pouvoirs de police étaient susceptibles d'agir. Et effectivement, il y avait eu ensuite, par la direction de l'environnement, une enquête qui avait été menée et qui avait effectivement révélé des difficultés auxquelles l'hôpital avait remédié. Et d'ailleurs, le préfet avait remercié cet agent d'avoir fait preuve de civisme. Et donc, bien là, le conseil... Il avait été réintégré Voilà, donc là, effectivement, le tribunal administratif a considéré qu'il n'avait pas commis de faute. Voilà. Et on a aussi un autre exemple où le juge administratif avait pu se situer sur le fondement du harcèlement. Il s'agissait donc d'un directeur général des services qui avait alerté sur les pratiques d'un adjoint, les pratiques anormales en matière de marché public. L'adjoint avait d'ailleurs finalement été condamné in fine par le tribunal correctionnel. Néanmoins, évidemment, le DGS avait été dans un premier temps écarté avant d'être formellement déchargé de ses fonctions officiellement pour perte de confiance parce que précisément il avait fait cette alerte et puis donc il avait été écarté de tous les dossiers et il avait même vu son avancement qui en général se faisait au minimum passer au maximum et bien sûr oralement il avait été invité à plusieurs reprises à quitter la collectivité, à demander sa mutation. Donc, une fois muté, il a fait un recours indemnitaire en s'appuyant donc sur la notion de harcèlement moral. Il a fait valoir qu'il était victime de harcèlement moral justement en représailles et effectivement, ça a été reconnu par la Cour administrative d'appel de Marseille qu'il s'agissait bien là d'un cas de représailles et que le harcèlement moral était constitué, alors même que dans ce cas-là, l'agent avait porté plainte également au pénal et que le harcèlement moral n'avait pas été reconnu au pénal, mais parce qu'il y a bien une indépendance en fait des notions. En droit pénal, on a cet élément intentionnel qu'on ne retrouve pas dans la qualification de harcèlement moral devant le tribunal administratif. Voilà. Donc déjà, avant qu'il y ait ce principe d'inscrit dans la loi, le juge était quand même vigilant à l'égard des lanceurs d'alerte, même s'ils n'étaient pas qualifiés de tels. Et la preuve aussi en est que le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui était soulevée donc, à propos de l'article 26 du statut général de la fonction publique relatif à l'obligation de discrétion professionnelle des fonctionnaires, puisque, là encore, pour refuser de transmettre
cette question, le Conseil d'État a estimé qu'il y avait quand même une protection des agents, justement de par le contrôle du juge en cas de sanctions administratives, de par la possibilité donc qui était offerte par le Code pénal de saisir le procureur de la République en cas de crime ou de délit, et de la possibilité aussi par le supérieur hiérarchique de délier le fonctionnaire de son obligation de discrétion professionnelle. Donc voilà, déjà avant l'inscription dans le statut, il y avait cette protection. Néanmoins, effectivement, ce n'est pas parce que c'est inscrit qu'il n'y aura pas des mesures de représailles, puisque comme on l'a vu justement dans cette affaire du DGS, ça s'inscrit quand même dans une carrière. Exactement. Donc la loi prévoit que si représailles il y a, l'agent peut être protégé de deux manières, c'est-à-dire que s'il entend faire un contentieux contre la mesure illégale prise à son encontre, eh bien les règles de la preuve sont aménagées. Comme en matière de harcèlement moral, notamment, ou aussi de dénonciation d'un crime ou d'un délit ou de conflit d'intérêts, qui a été introduit récemment, là aussi, par la loi déontologie de 2016 dans le statut. Et donc, l'agent doit simplement apporter des éléments de fait qui laissent présumer l'existence de représailles suite à une alerte et à charge pour l'administration de démontrer que la mesure a été prise pour des motifs totalement étrangers à cette alerte. Donc ça, c'est la première protection au niveau donc, du contentieux administratif. Et la seconde, c'est une nouveauté donc, qui est introduite dans le Code de justice administrative. Ça concerne le pouvoir d'injonction du juge administratif. Et c'était une mesure qui avait été préconisée par le Conseil d'État dans son rapport sur les lanceurs d'alerte, de donner au juge administratif un pouvoir plus important en matière d'injonction lorsque des mesures de licenciement, de révocation ou de non-renouvellement de contrat sont prises à l'encontre d'un lanceur d'alerte. Donc c'est la loi Sapin II introduit dans le Code de justice administrative un nouvel article qui va permettre donc, au juge administratif d'enjoindre la réintégration de l'agent, y compris lorsqu'il est resté en CDD. Je vais peut-être lire cet article. Donc, ce sera un article L911-1-1. Lorsqu'il est fait application de l'article L911-1, donc sur les pouvoirs d'injonction du juge, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public. Alors c'est ça, en fait, la nouveauté, parce que jusqu'à présent, lorsqu'il s'agissait donc d'une personne en CDD, si son contrat n'était pas renouvelé, eh bien, le juge des référés, par exemple, ne pouvait qu'enjoindre de réexaminer la situation de l'agent. Il ne pouvait pas enjoindre à l'administration de reconduire le contrat de l'agent. Ça ne faisait pas partie de son pouvoir. Et c'est la même chose pour le juge du fond. Il ne pouvait simplement qu'enjoindre à l'administration de réexaminer donc, le non-renouvellement du contrat. En matière de licenciement, tout dépendait en fait de la date à laquelle allait intervenir le jugement au fond, si on parle du fond. Puisque si, à la date du jugement au fond, le contrat n'aurait pas été terminé, en fait. Imaginons qu'il s'agissait d'un contrat de 3 ans, que la personne lance une alerte au bout de 6 mois et qu'elle saisisse ensuite donc, le tribunal administratif qui, au bout d'1 an, rend son jugement. Il restera encore 1 an et 6 mois de contrat. Donc, l'agent peut être réintégré pour 1 an et 6 mois. Mais si, imaginons qu'il n'ait eu qu'un contrat d'1 an, eh bien, son contrat aurait été terminé. Donc là, effectivement, le juge ne pouvait pas enjoindre à l'administration de le réintégrer. Et donc là, la nouveauté, c'est que le juge va pouvoir permettre d'enjoindre à l'administration de réintégrer l'agent. Alors, des précisions, là aussi, devront être apportées par la jurisprudence, parce que du coup, quelle sera la durée du nouveau contrat ? Quand la fera-t-on partir? Est-ce que ce sera à compter du jugement? Est-ce qu'on repartira de la date du licenciement, enfin de la fin normale du contrat? Là,
il y a quand même des questions qui vont se poser, mais c'est une procédure qui peut avoir son intérêt, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de retourner dans une collectivité, effectivement. Voilà, mais on peut imaginer un agent par exemple, qui ne souhaite pas faire de référé pour ne pas y retourner parce que c'est problématique maintenant, mais comme on est dans une collectivité, les élections approchent, il se dit peut-être qu'avec la nouvelle municipalité, eh bien, il pourra réintégrer sans difficulté en fait les services. Donc ça peut être intéressant pour lui effectivement d'actionner ce levier-là. Donc là, c'est vraiment un pouvoir nouveau qui est donné donc au juge administratif et donc aussi bien en référé qu'au fond. Alors, juste avant de donner la parole à Stéphane Pinte qui boue un petit peu à mes côtés, juste une question supplémentaire là, sur la responsabilité pénale ou l'irresponsabilité pénale par rapport justement à l'obligation de réserve, etc. Moi, j'avais lu, alors je ne suis pas juriste, mais j'avais souligné, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. C'est pas d'une clarté absolue, enfin, je veux dire, ça se mesure comment, au gramme près. Oui, effectivement, c'est toute la difficulté de l'interprétation des termes. Et peut-être que Samuel Dions pourra en reparler, parce que, alors là, effectivement, on fait référence aux termes qui sont repris par rapport à la légitime défense. On retrouve les mêmes termes s'agissant de la légitime défense. Mais finalement, ce sont aussi un petit peu les principes qui étaient appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'il s'agissait non pas de pénal, mais de sanctions disciplinaires, puisqu'on regarde aussi si la divulgation était nécessaire et proportionnée, c'est-à-dire s'il n'y avait pas possibilité de faire autrement que notamment de divulguer au public, puisque c'est surtout ça qui pose le plus de difficultés. Monsieur Peintre, vous souhaitiez, je crois, réagir. Oui, je remercie Isabelle Béguin d'avoir pris l'exemple qu'elle a pris, celui du DGS qui a dénoncé son adjoint à la commande publique. Moi, je voudrais vous faire toucher du doigt de la difficulté que cela représente pour les agents publics et particulièrement pour les cadres qui sont dans des emplois fonctionnels. Dans une collectivité, le lanceur d'alerte naturel, c'est bien sûr le DGS. Et moi, il y a 30 ans que je fais ce métier, il y a 30 ans que je vis cette situation de lanceur d'alerte auprès des élus, et notamment du premier d'entre eux, le maire, pour prévenir effectivement toute difficulté ou toute dérive. Et j'ai eu la chance, en ce qui me concerne, de travailler avec des élus que je considère comme honnêtes. Je pense que la grande majorité d'entre nous aussi. Maintenant, j'ai connu des cas où ce n'était pas le cas. Et je voudrais dire que, avant d'être président du syndicat des directeurs généraux, j'en ai été pendant plus de 10 ans le responsable du contentieux national. Et qu'à ce titre, j'ai connu des collègues qui, pour avoir lancé des alertes de ce type, ont brisé leur carrière et n'ont pas retrouvé de poste. Et ça a duré des dizaines d'années. Donc, cette question-là, et ce n'est pas par un article de loi permettant la réintégration après licenciement, parce qu'ils n'ont pas été licenciés. On a mis fin à leur emploi fonctionnel. Et je vois mal un juge enjoindre aujourd'hui à un maire de reprendre un DGS en qui il n'aurait plus confiance. Alors, je parle bien sûr pour un cas, pour les DGS, parce que c'est eux que je représente et ils sont souvent les premiers informés des dérives ou des risques de dérives qui peuvent se produire dans une collectivité. Mais il faut, derrière ces jugements qu'on cite là comme ça de manière abrupte, il y a des mois et des années de douleur. Il faut savoir ce que représente le fait pour un fonctionnaire, et a fortiori pour un cadre supérieur, de dénoncer dans une collectivité un fait, même si ce fait est avéré et condamné par les tribunaux par la suite. Il y a peu de chances qu'ils reçoivent une décoration à l'issue de cette dénonciation. Voilà. Et non seulement il sera stigmatisé et placardisé dans sa collectivité qu'il devra quitter, mais il y a de fortes chances qu'il ne retrouve pas de poste. Ou alors il tombera sur un élu ayatollah
Mais bon, il y en a quelques-uns parfois, mais enfin, ça ne suffira pas à éponger tous ceux qui demain seront appelés à lancer des alertes et à être obligés de quitter leur collectivité, même s'ils ont raison. Je me passe dans le cas où, non, mais on est dans la bonne foi et où ils sont de bonne foi, où ils constatent, où ils dénoncent un fait réel. Alors quand le fait est advenu, et donc on est sur l'article 40, là effectivement, je vois mal comment il pourrait faire autrement, quitte et ce cas. Mais si c'est en amont, si c'est dans la prévention du conflit lui-même, le risque est grand. Cher payé. Le risque est grand quand même. Hein. Donc je suis un peu. C'est pour ça que je dis que je reste, compte tenu de ce qu'est le fonctionnement d'une collectivité, sa ligne hiérarchique, la proximité des agents entre eux et aussi le côté un peu clanique, il faut bien le dire, d'une organisation de ce type, le risque est grand. Le risque est grand, voilà. Et en tout cas, je pourrais donner des exemples antérieurs, nombreux de collègues qui ont perdu leur carrière à 40 ans ou à 45 ans parce qu'à un moment donné, ils ont dénoncé des situations réelles, dont la plupart, dont souvent, ont été... Et qui, si elles avaient été commises, ils auraient pu aussi être... Ont été condamnés. Ils auraient pu être complices, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme juridiquement, mais en tout cas, avoir participé à la commission du fait. Certains auraient pu, d'autres, c'était plus... différent, mais certains auraient pu, effectivement, l'ont fait parce qu'ils avaient aussi un intérêt, c'est vrai, à le faire. Entre deux mots, parfois, il faut choisir le... Il y avait un risque, et donc ils ont choisi entre deux mots. Mais il n'empêche que derrière, ils ont vu leur carrière complètement ruinée. Malgré les réserves de Stéphane Peintre, est-ce que, effectivement, Monsieur Diens, aujourd'hui, l'alerte, le devoir d'alerte et de prévenir le conflit, par exemple, est devenu le premier devoir des fonctionnaires. Et est-ce qu'il y a obligation, justement? Est-ce que on est légalement tenu, si on est témoin d'un fait, de le signaler? Alors, première obligation des fonctionnaires, j'espère que non. Parce que ça voudrait dire que la situation est bien plus grave que ce qu'on peut l'imaginer au départ. Mais au-delà de la plaisanterie, l'idée, c'est quand même d'avoir conscience que cette alerte éthique est une faculté. C'est-à-dire qu'on n'impose pas à un fonctionnaire de signaler ses faits. C'est lui qui, en conscience, apprécie si. Dès lors qu'on va rentrer dans une logique d'obligation, et c'est pour ça que je faisais la différence tout à l'heure entre l'alerte et le signalement à l'article 40, on est dans l'article 40 du Code de procédure pénale. Et là, il n'est pas question de se demander je le fais pas. J'ai constaté qu'il y a un certain nombre d'éléments qui laissent à penser qu'il y a eu une infraction de type criminel ou de type délictuel, et je saisis le parquet, sans avoir nécessairement, ça a été très bien rappelé par Mme Kaila tout à l'heure, à en informer mon supérieur hiérarchique, même si maintenant la SAPN va peut-être permettre de dire à son supérieur, attention, je vais peut-être avoir de quoi aller signaler tel ou tel fait au parquet, mais dès lors que l'on est dans le registre de l'alerte éthique, on est dans le registre de la faculté. Derrière, effectivement, on pourra se poser la question de savoir si on avait signalé, est-ce que ça aurait pu permettre de limiter, d'éviter telle ou telle infraction, telle ou telle atteinte grave à l'intérêt général. Mais on est bien dans une appréciation fondamentalement personnelle et donc fondamentalement subjective des conditions dans lesquelles on va se trouver pour signaler ou pas. J'insiste, dès lors qu'on sera sur des situations de crime ou de délit, on est toujours saisi par l'article 40 du Code de procédure pénale. Même si cet article 40 du Code de procédure pénale, il faut être complet jusqu'au bout, n'est sanctionné d'aucune répression pénale. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas signaler alors que vous en aviez l'obligation, il n'y a pas de sanction directe, pénalement parlant, de ce non-respect de l'obligation de signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Alors, il y a un élément du dispositif dont on n'a pas parlé, Madame Kaila. Peut-être c'est ce fameux recueil, un recueil interne qui se trouverait dans les collectivités de plus de 10 000 habitants, je crois. Alors, en quoi cela consiste exactement ? Alors effectivement, la loi Sapin 2 oblige, alors
les collectivités, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale, de même que les administrations de l'État et les autres personnes morales de droit public et de droit privé de plus de 50 salariés, à mettre en place une procédure de recueil des signalements. Quel est l'objet de cette procédure ? C'est justement de recueillir les signalements par le biais de la procédure graduée mis en place, d'ailleurs dans le même article, au grand 1 de l'article 8. Donc ces procédures sont en réalité, seront l'outil mis à la disposition des agents publics pour mettre en œuvre leur droit d'alerte. Voilà. Alors, on n'en sait pas encore beaucoup sur les caractéristiques de cette procédure, sauf qu'on peut en déduire quand même quelques éléments à la lecture même de la loi, puisque d'une part, ces procédures, comme je viens de le dire, elles sont destinées à recueillir les signalements des agents, donc notamment dès la première étape de la procédure graduée, lorsque l'agent saisit son supérieur hiérarchique, son employeur ou un déontologue, on suppose que ce sera via cette procédure de recueil des signalements. Compte tenu des outils modernes à la disposition des administrations, on peut imaginer que ce seront des outils dématérialisés qui auront les fonctionnalités nécessaires pour accuser réception des alertes, éventuellement pour indiquer un délai dans lequel l'alerte sera traitée, et puis qui permettront à la fois aussi pour le lanceur d'alerte d'établir le fait qu'il a respecté la procédure, et puis ça contraindra un peu plus les administrations à traiter les alertes. C'est aussi ce qui ressort en creux en réalité de ces dispositions. Alors, autre caractéristique de cette procédure qui va être précisée par un décret en Conseil d'État qui doit être en préparation, elle doit garantir la confidentialité à la fois de l'identité du lanceur d'alerte, des informations recueillies par le biais de l'alerte, mais également garantir l'identité de la personne visée par l'alerte. Il n'y a pas toujours une personne visée par l'alerte. On peut dénoncer des faits sans forcément porter accusation, entre guillemets, d'une personne en particulier. On peut dénoncer un risque grave sans forcément avoir à rechercher quel est l'auteur de ce risque, etc. Mais si une personne est visée par l'alerte, eh bien, cette personne a le droit à la confidentialité de son identité. D'ailleurs, en général, elle ne le sera pas, d'ailleurs, puisque justement, la confidentialité sera garantie par la procédure de signalement, donc elle ne saura pas qu'elle a été visée par l'alerte, jusqu'à ce que le bien fondé de l'alerte soit traité. Alors tout ça, évidemment, voilà, c'est une procédure qui, comme toutes les procédures, est détaillée, est compliquée, pose des questions d'interprétation, des questions d'application qui vont petit à petit se régler à l'avenir. Mais ce qui est certain, c'est que cette procédure appropriée de recueil des alertes est une obligation à laquelle vont devoir se soumettre l'ensemble des administrations et pour les collectivités et les communes de plus de 10 000 habitants. Pose des difficultés d'interprétation ou des questions d'interprétation. Si j'ai bien entendu ce que vous venez de dire, Samuel Dyens, ça vous interroge ce dispositif de recueil ? Alors finalement, pas tant que ça. Ça vous étonne, ça ? Un peu, quand même. Finalement, pas tant que ça. Non. Deux éléments peut-être de réponse. D'abord, insister à la suite de Florence Kella sur l'enjeu de la confidentialité. Sans trahir de secret, l'association des juristes territoriaux avait été sollicitée par quelques parlementaires à l'occasion de la préparation de la loi Le Branchu. Et d'ailleurs, pour bien montrer qu'on est une association de techniciens et pas politique, c'était des parlementaires aussi bien de la majorité que de l'opposition. Et ils se sont d'ailleurs retrouvés pour présenter les mêmes amendements qu'on leur avait proposés. Et ces amendements portaient sur deux aspects. Donc on n'a pas eu un grand succès, puisque le premier, c'était sur l'harmonisation des sanctions disciplinaires dans les trois versants de la fonction publique, donc là on s'est fait retoquer. Et le deuxième élément, c'était sur l'obligation de prévoir, dès la loi Le Branchu, cette obligation de confidentialité. Et l'obligation de confidentialité, dans notre amendement, il était à trois niveaux. Deux que Florence Kella a rappelé, l'émetteur de l'alerte,
est celui qui, de près ou de loin, et en collectivité, il y aura souvent quelqu'un derrière les faits que l'on va pointer, celui qui fait l'objet de l'alerte. Et puis, le troisième bénéficiaire de la confidentialité, c'est l'institution elle-même. Quelle capacité d'une institution, si tout le monde sait qu'une alerte a été lancée, que c'est un tel qui manifestement est dans le viseur, pour traiter sereinement, objectivement, avec je le redis, la sérénité nécessaire, cette situation-là. Pas pour étouffer l'affaire, mais pour faire la lumière de manière objective et à terme transparente et sans passion, plutôt que d'avoir Radio Moquette qui va commencer à dire c'est un tel, c'est une telle, ça va se passer comme ça, plutôt que d'avoir la cantine où ça va bruisser dès que quelqu'un va rentrer dans la salle de restauration en disant tiens, je crois que c'est lui qui a lancé une alerte. Et puis pourquoi pas derrière la presse comme on le voit parfois dans certaines situations. Donc cette obligation de confidentialité prévue à l'article 9 de la loi Sapin 2, pour moi, est une vraie plus-value dans le dispositif. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, sur la procédure, je pense que l'autorité réglementaire aurait intérêt à s'inspirer de ce que la CNIL elle-même déjà a proposé comme autorisation unique, je cite, de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle. La CNIL s'était déjà prononcée en 2005. Alors à l'époque, elle était un peu réticente, la CNIL, vis-à-vis de l'alerte éthique, puisqu'elle avait parlé d'un système institutionnalisé de délation professionnelle. Vous voyez, tout de suite, on était bien là. C'était très libéral comme dispositif. Et puis finalement, la CNIL a fait évoluer son discours sur le sujet en 2010, puis en 2014. Ça, c'est la version de 2014. Et dans cette version-là, il y a, je crois, matière à s'inspirer pour précisément assurer une totale confidentialité par un très faible nombre de personnes pouvant accéder au traitement, un nombre très faible, voire unique, de personnes pouvant avoir accès aux messages éventuellement déposés sur une messagerie dédiée pour que l'alerte soit connue par le seul véritable destinataire dans la structure de son alerte. Et puis, il y a dans cette autorisation unique l'obligation d'en informer aussi celui qui, de près ou de loin, serait mis en cause par l'alerte. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra, sur ce point-là où il faudra s'interroger, parce qu'il faudrait, dans le respect de la présomption d'innocence et de la garantie des droits, faire attention aussi que ce ne soit pas l'occasion de faire disparaître des éléments d'information en prévenant la personne mise en cause et qui souhaiterait de bonne foi ou de mauvaise foi, mais s'éviter quelques troubles par la suite. Mais on a déjà un début de procédure, en tout cas dans une logique dématérialisée qui me semble extrêmement bien faite, venant plus de l'institution dont c'est le rôle de faire respecter les libertés fondamentales par rapport aux outils numériques, qui est là, déjà en germe. Un dispositif de ce type, Stéphane Peintre, est-ce que ça vous paraît susceptible d'encadrer, d'éviter les débordements dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, non, ça c'est Samuel a tout dit. Oui, moi je suis tout. Le seuil des 10 000 habitants, ça vous semble aussi un seuil raisonnable Ça voudrait dire que, que les problèmes ne se posent qu'au-dessus de 10 000 Moi, je suis toujours gêné par les seuils. C'est comme en matière de parité, on met des seuils très hauts. Non, nous, on est contre les seuils. Là, dans ce domaine, je pense que les problèmes, ils existent partout, à tous les niveaux. Et donc là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on met des seuils d'application de ce type de règles. Les seuils, 10 000, pourquoi 10 000 à 8 000 ou à 9 000 ou à 2 000, les problèmes se posent de la même manière. Donc, c'est reconnaître qu'il y a une difficulté d'appréhension de ces problématiques par des petites entités. C'est pas normal. Voilà. Mais il n'empêche que le dispositif est intéressant. Oui, ça, il n'y a pas de... Je suis d'accord là-dessus. Quand on sent que vous êtes un petit peu quand même, enfin là vous êtes plutôt positif, mais sinon un peu alerto-sceptique, on va dire. Pourtant vous le disiez aussi tout à l'heure, les risques de conflit d'intérêts dans les collectivités, ils sont fréquents. Est-ce que on peut pas voir quand même aussi, sans parler du tout de délation, mais voir dans le lanceur d'alerte quelqu'un qui aide plutôt que quelqu'un à craindre et dont les débordements sont à craindre. C'est-à-dire que, alors peut-être ça nécessite, vous en parliez aussi, beaucoup de formation. Mais pourquoi vous ne pouvez pas avoir l'œil partout en tant que DGS? Je pense que ça nécessite beaucoup de formation, beaucoup d'explications. La problématique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on passe de rien à un dispositif extrêmement élaboré.
et que la sanction de ce dispositif, elle ne va pas attendre que la culture arrive, elle va se faire de suite. Et c'est là qu'est la problématique. C'est là que vont être les abus, les excès de ce genre de dispositif. Hier, on faisait sans rien dire ou on ne faisait pas. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui est mal connu aujourd'hui, qu'il faut espérer, et on va tout faire pour le développer, pour mettre en place des référents déontologues, parce que je pense qu'il faudra effectivement... C'est le premier garde-fou. Il faudra absolument développer cette culture-là, mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps parce que je ne suis pas certain que tout le monde soit convaincu dans les collectivités. Bon, il y a tellement de lois qui ont été mises en œuvre, qui ont été prises et qui n'ont pas été appliquées. Je pense à la loi Besson, par exemple, sur le stationnement des gens du voyage. C'est une loi qui a combien d'années maintenant? Bon, dites-moi comment elle est appliquée sur le territoire. Vous le savez comment elle est appliquée? Bon. Voilà, donc tous ces dispositifs-là, à un moment donné, alors bien sûr, c'est une épée de Damoclès. Voilà, donc si vous vous trouvez au moment où l'épée tombe, c'est vous qui la prenez sur la tête. Voilà, vous pouvez passer toute votre carrière à faire tout le restant de votre vie à slalomer entre les épées qui tombent. Bon, c'est le pas vu pas pris, donc c'est quand même embêtant parce que c'est une question fondamentale pour notre démocratie. C'est quelque chose de très important. Là, on en a parlé ce matin. Enfin, ces questions de lutte contre la corruption, contre les conflits d'intérêts, etc. Enfin, je pense que c'est ce qui fait la grandeur d'une république. Mais malgré ce, on voit bien que notre administration française n'est pas si mauvaise que ça. Même si on a parfois de mauvais résultats, il n'empêche qu'on a quand même une administration qui est très largement honnête, contrairement à ce qui existe dans d'autres pays. Moi, je vois en Europe, je vais souvent dans les pays de l'Est, je peux vous assurer que les administrations des pays de l'Est sont largement corrompues. On parlait du Japon, qui est un modèle de l'administration japonaise, est corrompue parce qu'il y a des mafias. En France, il n'y a pas de mafia d'administration. Il y a des petits réseaux, certainement. Il y a les X, il y a les bons, il y a les na, mais bon, ce sont pas des mafias, au sens qu'on peut trouver au Japon. Donc voilà, et je crois on a un peu trop tendance à s'auto-flageller, et en mettant en place des dispositifs qui sont pertinents théoriquement, mais qui sont très difficiles à la compréhension du commun des mortels. Dans nos administrations, et particulièrement dans nos administrations locales, où, il faut bien le dire, il y a beaucoup de gens qui agissent au quotidien et qui n'ont pas l'impression de mal faire, même si parfois ils peuvent être dans le conflit d'intérêts, effectivement. Isabelle Béguin, pour les avocats, finalement, c'est une niche qui s'ouvre pour à la fois protéger les uns et les autres, bien cadrer en amont pour qu'il n'y ait peut-être pas de recours abusif. Comme on l'a dit tout à l'heure, la question est quand même complexe et il va y avoir matière à interprétation, à précision, comme on l'a dit, peut-être par des guides, des circulaires, et puis ensuite par la jurisprudence lorsqu'il y aura des exemples. Mais c'est vrai que c'est quand même très important de savoir pour l'agent où se situer, puisque si on est dans le cadre du lanceur d'alerte, tel qu'il est défini par la loi Sapin 2, l'agent sera protégé pénalement, puisque donc la loi insère dans le code pénal un nouvel article 122.9 qui prévoit l'irresponsabilité, mais sous certaines conditions. On l'a dit, la divulgation doit être nécessaire et proportionnée. Il faut avoir respecté les procédures et il faut répondre à la définition du lanceur d'alerte. Donc c'est toutes les difficultés qui ont été soulevées tout à l'heure, comme par exemple le respect des procédures. Samuel Biens en avait parlé. À quel moment estime-t-on qu'il y a un délai raisonnable? Voilà. Dessus, oui.
Et voilà. Et de la même manière, si l'agent répond aussi aux critères du lanceur d'alerte, il sera protégé sur le plan administratif, comme je l'ai dit, puisqu'il y a ce nouvel article, ce nouvel alinéa dans l'article 6 ter qui protège les agents, mais encore faut-il qu'ils aient bien respecté, là encore, la procédure. Donc c'est toute la difficulté. Et au contraire, si justement on n'est pas dans le cadre de la définition du lanceur d'alerte ou si on n'a pas respecté la procédure, eh bien, des sanctions disciplinaires pourraient être prises et des sanctions pénales aussi. Il y a donc 2 délits. La dénonciation calomnieuse, qui est un délit qui existe depuis longtemps et néanmoins, là, le législateur avait voulu insérer donc, dans la loi la divulgation au public puisque la dénonciation calomnieuse concerne en fait la dénonciation de faits à des autorités qui sont listées par le texte et le public n'était pas listé. Les journalistes étaient listés depuis peu, mais le Conseil d'État vient de retoquer ces dispositions. Le Conseil constitutionnel vient de les déclarer donc inconstitutionnelles parce qu'il était prévu que ça ne concerne que la divulgation en dernier ressort à un journaliste ou alors en dernier ressort au public. Et le Conseil constitutionnel a estimé que la notion de en dernier ressort, justement, n'était pas suffisamment précise pour donc justifier de la légalité du principe de légalité des peines et des délits et de l'intelligibilité de la loi, en fait. Donc, mais il n'en demeure pas moins que le risque de dénonciation calomnieuse existe. Et puis, il y a aussi un nouveau délit qui est introduit, cette fois-ci, dans le statut de la fonction publique, puisqu'il est prévu que le fonctionnaire qui relate ou témoigne de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues donc pour la dénonciation calomnieuse. Donc là, on a aussi un nouveau délit qui concerne donc là spécifiquement les agents publics et qui vise des faits susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires. Donc on peut aussi considérer que ça va, c'est même plus large que la notion de lanceur d'alerte. Là, on ne fait pas référence dans ce délit-là aux lanceurs d'alerte. C'est vraiment révéler des faits susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires. Mais à l'inverse, du coup, ça ne pourra pas concerner des faits, par exemple, qui seraient commis par des élus. Puisque eux n'ont pas de sanctions disciplinaires à la clé, en fait. Dans ce cas-là, si la dénonciation concerne un élu, on sera sur la dénonciation calomnieuse classique. Voilà. Donc c'est vrai que d'où l'intérêt, on voit bien que toutes ces notions sont quand même difficiles à manier, ne cesse aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, de savoir sur quelle procédure, en fait, partir. Est-ce qu'on fait simplement un signalement sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale parce qu'on est strictement, on considère que les faits répréhensibles constituent une infraction, ou bien est-ce que ce n'est pas une infraction, mais néanmoins il faut faire une alerte, et à ce moment-là, on se situe donc dans le cadre de la loi Sapin. Donc il faut bien savoir, et les conséquences effectivement ne sont pas les mêmes, les protections ne sont pas les mêmes. Donc c'est vrai qu'il y a là, je pense, un travail important parce que les agents auront effectivement sûrement beaucoup de difficultés à savoir se situer. Travail important, suivez mon regard. Madame Kella, on arrive presque au bout de cette table ronde, avant les questions de la salle. Est-ce que, au vu de tous ces échanges, vous avez quand même le sentiment que nous avons gagné en lisibilité, en transparence par rapport effectivement à la jurisprudence antérieure? Oui, je crois que globalement, on a gagné en lisibilité pour les agents publics, même si évidemment, il y a des questions d'articulation, d'interprétation qui vont se poser, d'application aussi. Mais on a gagné en simplicité et en lisibilité, d'une part, parce que avant d'avoir, au lieu d'avoir plusieurs dispositifs sectoriels, même pour les agents publics, auparavant, on avait la loi du 11 octobre 2013 pour signaler des conflits d'intérêts concernant des membres du gouvernement, des élus locaux, différents responsables de la haute fonction publique. Donc un dispositif particulier avec des canaux particuliers. On avait en matière de risque pour la santé publique des dispositions intégrées dans le Code de la santé publique. En matière de risque
risques sanitaires d'autres dispositions du Code de la santé publique, plus l'article 6 A pour les crimes, délits et conflits d'intérêts. Maintenant, nous avons l'article 6 A qui comprend 2 dispositifs. Bon, on arrive quand même... Non, voilà, on va gagner en simplification, effectivement. Voilà, non, mais il y a quand même simplification et il va y avoir obligatoirement articulation entre ces 2 dispositifs. Et moi, je crois beaucoup dans la mise en œuvre des procédures de signalement qui, à mon avis, vont être aussi un moyen d'articuler ces 2 dispositifs. C'est-à-dire que dès l'instant où sera mis en place une procédure de signalement des alertes au sein d'une administration ou d'une collectivité, ce sera vraisemblablement le canal utilisé à la fois pour le dispositif déontologie et pour le dispositif sapin. Voilà, je crois qu'il n'y a pas trop de crainte à avoir sur la coexistence de ces 2 dispositifs. Je pense que dans la pratique, les choses vont se régler par la mise en œuvre de cette procédure, par le développement de la culture déontologique et puis la culture du droit d'alerte. Voilà, c'est sûr qu'il va y avoir des efforts de formation, il y a encore des textes à prendre, des explicitations à donner, mais une fois que cela sera fait et que ces procédures seront en place, elles seront censées elles-mêmes donner un certain nombre d'informations sur le droit d'alerte, sur la façon dont ça se passe, ce que les lanceurs d'alerte sont en droit d'attendre, etc. Donc je pense qu'on va aller quand même vers une simplification, une meilleure information des lanceurs d'alerte et puis surtout une meilleure protection aussi. Bien que, comme l'a expliqué Maître Béguin, en réalité, la jurisprudence en matière, lorsqu'une sanction disciplinaire était prononcée à l'égard d'une personne remplissant les critères d'un lanceur d'alerte, en réalité, la jurisprudence administrative était déjà relativement bienveillante. Bon. Ce qui posait des difficultés, c'était plus lorsqu'il y avait à la fois lancement d'alerte et par ailleurs divulgation polémique dans la presse ou dans un ouvrage. Là, je repense à l'affaire de Madame Swede, voilà, qui avait publié un ouvrage alors qu'elle avait parallèlement fait des signalements article 40, saisi sa hiérarchie, saisi la HALD à l'époque. Et puis finalement, elle a été sanctionnée. La sanction a été validée par le juge administratif parce que elle avait utilisé un ton très polémique. Certains faits étaient presque de la dénonciation calomnieuse, n'avait pas fait l'objet justement d'une dénonciation auprès du procureur de la République. Donc on était dans un ensemble dans lequel il y avait de l'alerte, sans doute, mais pour laquelle le ton adopté, certains faits dépassaient le cadre de l'alerte éthique, et puis pour le coup, il n'y avait pas nécessairement nécessité et proportionnalité de la divulgation des faits par rapport à l'intérêt poursuivi, enfin la protection de l'intérêt général poursuivi. Donc voilà, on va dans le bon sens, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail, un gros effort de formation et d'information encore à mener. Message reçu, Stéphane Peintre, si vous aviez un conseil à donner à un homologue, plusieurs homologues qui seraient dans la salle en tant que j'ai aujourd'hui, c'est quoi? C'est former, informer, mettre en place le recueil même si on est moins de 10 000 habitants? Oui, je crois qu'à tous les niveaux, il faut pouvoir former et informer les agents, les élus, et faire en sorte, enfin, le rôle du DGS là-dessus, pour nous, c'est certain que le DGS doit continuer de sa veille permanente aux côtés des élus et des agents là-dessus. Et il faut informer les agents de ces dispositifs. Maintenant, encore une fois, je dis tout à l'heure que je pensais que c'était une réforme mort-née. Je pense que, comme toute réforme, elle apportera des points positifs, mais elle n'aura certainement pas le succès qu'on pense pouvoir, qu'on attend d'elle. Je ne pense pas, parce que je pense que beaucoup s'abstiendront. Voilà, je pense que l'objet, c'est de faire remonter les problématiques et d'éviter les conflits, d'éviter les conflits d'intérêts, d'éviter les distorsions de concurrence, etc. dans les collectivités. J'ai peur que le dispositif est tellement complexe qu'en dehors des cas les plus graves ou en dehors de quelques personnalités parfois un peu mal intentionnées, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des gens mal intentionnés qui utilisent ces dispositifs. On aura beaucoup de gens qui s'abstiendront.
Rendez-vous dans un an ou dans 2 ans pour faire un premier bilan. Vos questions sont les bienvenues maintenant, vos éclairages, vos témoignages. Nous sommes dans les temps, donc pour une fois, vous avez largement le temps de poser des questions. C'est extraordinaire. Profitez-en. Moi, alors, je vais en poser encore une petite, parce que moi, je suis intarissable. Stéphane Peintre. Est-ce que tout ça, ça pose question, puisque les directeurs généraux n'ont toujours pas de statut? Est-ce que ça heurte cette absence statutaire quand on est dans cette responsabilité aujourd'hui du DG par rapport au conflit, par rapport aux lanceurs d'alerte? Oui, ça va. Enfin, l'absence de statut ou en tout cas de définition claire des compétences des directeurs généraux va bien au-delà de la question des problématiques d'alerte. Elle interroge toute la bonne administration publique de nos collectivités. Je sais pas comment dire. Le lanceur d'alerte, le DG n'est pas qu'un lanceur d'alerte. Et son métier va bien au-delà de oui, mais c'est une responsabilité oui, pas nouvelle, mais enfin bon, qui vient encore oui, je pense qu'aujourd'hui, s'ajouter à celle qu'il a déjà. De toute façon, le juge pénal, il se prononce in concreto. Et donc, malgré l'absence de statut, malgré l'absence de définition légale des fonctions, lorsqu'il y a un acte répréhensible, ou en tout cas qui est de la collectivité ou d'un agent de la collectivité, ou une décision qui est susceptible d'être portée devant les tribunaux, le directeur général, il est inquiété, il peut être inquiété, même s'il n'est pas responsable de la décision lui-même. Il l'a portée, il l'a préparée, il l'a portée. Sauf à aller dénoncer systématiquement chaque fois. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, dans une collectivité, on ne peut pas en permanence s'opposer à la... En plus, on n'en a pas les moyens. Il faudrait en avoir les moyens. On peut pas s'opposer. Je me souviens d'un arrêt de la Cour de discipline budgétaire à l'encontre d'un directeur général d'une collectivité il y a 25 ans, où on reprochait au directeur général de ne pas avoir... C'est une question de gestion de fait. Le jugement de la Cour reprochait au directeur général de ne pas avoir informé le conseil municipal de ce que la délibération que le maire présentait était illégale. Mais... Comment je fais? Je monte sur la table de la séance du conseil municipal en disant « Attendez, arrêtez de voter, il va vous faire voter une délibération illégale ?» Non, on n'a pas les moyens légaux de le faire, ça. Donc, on peut nous reprocher, mais on ne peut pas. En fait, juridiquement, rien ne nous autorise, dans l'ordre administratif, d'intervenir devant un conseil municipal pour dire la délibération qu'on vous présente est illégale. Ou alors à ce moment-là, on démissionne, on rentre dans l'opposition, on fait ce qu'on veut, mais on fait plus la fonction. Change de casquette. On fait plus la fonction qui est la nôtre. Voilà. Je crois qu'il y a une question du président de Boissieu. Préparer la sortie. Moi, j'ai une question à poser à Stéphane Peintre. Est-ce que, si vous voulez, moi, je vais poursuivre un peu ma logique de ce matin. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse à comparer un peu le secteur public et le secteur privé. Il se trouve que j'ai parcouru les deux. Est-ce que vous ne pensez pas que cette règle sur les lanceurs d'alerte, elle ne tient pas en partie au fait qu'il n'y a pas au sein de l'administration, des administrations, qu'il n'y a pas les contrôles qui existent ailleurs? Je prends par exemple dans le secteur privé, le secteur des assurances par exemple. Nous avons, nous, l'obligation de mettre sur place des contrôles très étendus de tous les aspects de la vie de la société. Le conseil d'administration a à sa disposition ce qu'on appelle l'audit interne, et le président ou le conseil d'administration peut, à sa guise, demander à l'audit interne d'effectuer tous les contrôles qu'il veut sur tous les services et toutes les opérations de la société. Ce qui fait que si on a le moindre doute, d'ailleurs même si on n'a pas de doute, on met, si vous voulez, on garde l'entreprise. Bon, la SNAC, c'est 800 salariés. C'est pas très gros, mais c'est pas très petit. Bon. Ben, on met en permanence l'entreprise sous tension de contrôle, d'inspection, voilà, qui font en sorte que s'il y a des problèmes, ben, ils remontent
par le biais de l'audit interne, du contrôle de gestion, etc. Si vous voulez, on a à l'intérieur de l'entreprise des mécanismes qui font que normalement, s'il y a des problèmes, ça remonte. Que je sache, comme l'administration des finances à laquelle j'ai travaillé, il n'y a aucun. Bon, ça n'existe pas. Je pense que dans les collectivités locales, moi j'étais élu d'une petite commune, donc ça ne se posait pas. Le maire faisait n'importe quoi. Mais je pense que dans les grandes communes, c'était à peu près pareil. Vous n'avez pas, l'administration n'a pas l'habitude de travailler avec des corps de contrôle, des corps de contrôle de gestion, d'audit, qui font remonter les problèmes. Alors comme ça n'existe pas, on est obligé de se rabattre sur ce mauvais système, qui est ce qu'on appelait sous la guerre, on appelle celui des mouchards, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait des gens qui dénoncent le copain pour essayer de remettre de l'ordre. Oui, enfin, moi, vous avez parfaitement raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Je ne parlerai pas pour l'administration d'État ni pour l'administration hospitalière que je connais mal. Dans les collectivités locales, n'oubliez pas que vous avez un problème majeur. Enfin, c'est pas un problème, c'est une réalité. C'est l'autonomie, le principe d'autonomie des collectivités locales. C'est l'article 72. Or, à qui on fait dire beaucoup de choses d'ailleurs, le législateur lui fait dire ce qu'il veut quand ça l'arrange, hein, mais il n'empêche que c'est le principe qui fait qu'aujourd'hui les collectivités s'organisent librement par des conseils élus. Voilà. Et que donc, si elles ne veulent pas de contrôle de gestion, si elles ne veulent pas d'audit interne, si elles ne veulent pas d'inspection générale, elles n'en ont pas. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Alors après, les grandes collectivités, bien sûr, l'ont mis en place. Et je dirais que globalement, dans les grandes collectivités, départements, régions, grandes communes ou grandes intercommunalités qui ont mis en place des contrôles de gestion, des audits internes ou autres, culture qu'on essaie de développer depuis des années avec les associations professionnelles, il y a de très nettes améliorations. C'est d'ailleurs pour ça que l'administration territoriale est quand même devenue une administration de qualité et que le fonctionnement des collectivités locales s'est fortement amélioré, en tout cas pour celles qui gèrent les plus grosses entités. Mais ce n'est pas des obligations. Ce n'est pas des obligations et cette culture n'est quand même pas diffuse partout. C'est-à-dire qu'elle existe dans les grandes collectivités, mais elle n'existe pas dans les petites, ou très peu, et pas beaucoup dans les moyennes non plus. Donc de sorte qu'il y a... il y a quand même, et par ailleurs, il y a un maire, un conseil municipal, il y a un maire qui est l'exécutif et duquel tout procède, sans contrôle, sans réel contrôle. Sinon, a posteriori, le contrôle de légalité étant inexistant aujourd'hui, le seul contrôle qui reste, c'est un peu les chambres régionales des comptes, mais c'est a posteriori et c'est quand même très aléatoire parce que c'est la technique du sondage, c'est partiel. Bon, donc parfois ça déclenche des choses, parfois ça n'en déclenche pas. Et ensuite, il n'y a pas de réel contrôle, enfin de réel contrepoids au pouvoir du maire. Sinon, le directeur général, dans la relation de confiance qu'il peut avoir avec le maire et de conviction. Et de conviction. Et le pouvoir de conviction. Mais c'est tout. C'est tout. Et souvent, enfin moi en tout cas, depuis que j'ai fait ce métier, ça a fonctionné comme ça, c'est-à-dire un équilibre qui repose sur des personnalités. Et sur ce que chacun veut bien, à un moment donné, accepter de contraintes de l'autre. Je crois que nous avons une autre question devant. Je me présente Guy-Francis Parmentier, je suis mandataire mutualiste à la SMACL. Je comprends très bien les difficultés que M. Peintre nous a exposées de voir cette procédure utilisée. Et certainement, comme toute procédure récente, il y a toujours une difficulté au départ. Mais je pense quand même que l'existence même de la procédure peut finalement éviter un certain nombre d'actes délictuels. Et donc, en matière de prévention, je pense que ça peut avoir son utilité. Je ne sais pas qui veut répondre, ou enfin, je ne sais pas si ça appelle vraiment une réponse d'ailleurs. Peut-être Mme qui est là, juste un satisfecit éventuellement de Mme.
Oui, moi je pense qu'effectivement, la mise en place de ces procédures peut avoir deux effets. D'abord, un effet dissuasif, sans doute, et puis faire remonter aussi des dysfonctionnements. C'est aussi mettre en place ce canal de signalement interne. D'abord, ça oblige chaque collectivité à s'interroger sur la façon de mettre en place ce canal, l'expliquer, former les agents, etc. Donc, de toute façon, c'est bon pour développer la culture déontologique au sein de chaque administration. Et puis, on peut aussi concevoir ces procédures comme plus largement des procédures visant effectivement à signaler en interne des dysfonctionnements qui permettent d'améliorer le fonctionnement de l'administration. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ces procédures de signalement et en vue d'améliorer et de développer la culture déontologique des agents qui, comme le disait Samuel Diens, doit devenir vraiment une corde supplémentaire dans l'action administrative. Et c'est par des outils comme cela, je pense qu'on arrivera à faire acquérir à l'ensemble des agents publics les réflexes en matière déontologique. Je voulais juste faire une observation sur le fait que le point abordé cet après-midi n'est pas seulement une question de droit. C'est une question sociologique, c'est une question sociétale. Parce que vous avez la loi, vous avez, monsieur abordé la problématique du contrôle, mais vous avez la loi, vous avez le contrôle, vous avez un système dans lequel s'intègre ce contrôle, vous avez aussi l'homme qui est chargé de faire cette loi, vous avez l'homme qui est chargé d'appliquer cette loi, vous avez l'homme qui est chargé d'appliquer ce contrôle. Et en fait, je crois que l'axe majeur de la question qui est posée cet après-midi, c'est l'homme, c'est-à-dire sa culture. On a abordé la notion de culture, et vous disiez, et il a été indiqué donc ce matin, que la question de déontologie semblait naturelle. Et il a apparu à un certain nombre d'intervenants étonnant qu'on soit dans l'obligation d'intégrer une notion qui peut paraître éminemment naturelle dans le dispositif législatif. Et je crois que la notion essentielle de la question qui s'est posée cet après-midi, c'est la question le changement de culture, en fait. Parce que ce changement de culture est une stratégie éminemment plus importante, à la limite, je dirais presque, que la précision de la loi. Et a fortiori, dans un contexte de crise économique, dans un contexte de menaces assez particulières qui planent sur la fonction publique, dans un contexte aussi lié à l'histoire, 39-45, où on confond éminemment des notions qui sont éminemment différentes, à savoir dénonciation et délation. Délation, on vend quelqu'un, entre guillemets, et dénonciation, on fait en sorte de faire gagner l'intérêt général. Évidemment, on prend des risques, mais les notions sont différentes selon ma compréhension de la situation. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'effectivement, je sens que dans l'inconscient collectif, il y a une vraie confusion entre la notion de délation et la notion de dénonciation. Et c'est ce qui va bloquer beaucoup de gens, avec aussi la problématique économique, parce que, vous le disiez tout à l'heure, c'est une niche pour les avocats, effectivement, mais heureusement vous êtes là, c'est formidable, mais on doit vous payer. Voilà. Donc, je pense que la loi, c'est très bien qu'elle a été promulguée, mais il va falloir mettre en place énormément d'actions pour changer la culture et faire en sorte effectivement que ce ne soit pas un danger pour les fonctionnaires, que ce ne soit pas aussi un danger pour les collectivités, parce qu'il y a forcément aussi des dénonciations qui seront abusives, hein, c'est évident. Hein. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Et donc je voulais aborder en deuxième point un aspect plus particulier et plus précis, mais hautement important. Vous fondiez vos espoirs sur le logiciel de recueil de signalement. Je sais par expérience que l'informatique, c'est quelque chose qui peut très facilement être piraté. Et la notion de confidentialité est extrêmement importante, il est évident de le dire, mais l'informatique est ce qu'il est. C'est formidable quand ça fonctionne, mais je pense qu'il va falloir être extrêmement attentif
à la mise en place d'un système informatique qui soit le plus sécurisé possible. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a les techniciens ici pour l'informatique. En tout cas, merci pour cette intervention et pour le point que vous avez mis en exergue. Je crois qu'on a d'autres mains qui se sont levées. Donc, si elles peuvent, voilà, à droite. Et puis... Donc après, la question sociétale, moi je reviens sur le plan juridique. Je suis Annick Pilvès et je suis responsable du service juridique à l'Association des maires de France. Et donc sans rentrer dans les détails, moi je m'interroge sur la façon dont va être rédigée en fait la procédure. Est-ce que ça va être le maire est employeur, donc il va pouvoir s'y atteler, mais je pense qu'il va pas pouvoir, enfin qu'il va peut-être devoir s'entourer de conseils et peut-être co-travailler peut-être avec son DG. Voilà, je voulais juste avoir un peu votre impression sur comment ça va pouvoir se mettre en place. Sur la rédaction de la procédure, moi je vois comme plume, à l'évidence, le directeur général des services. Bien sûr, régulièrement en informer l'exécutif, mais il me semble qu'on est là dans le cadre d'une organisation de l'administration. Le maire, l'exécutif est autorité territoriale, certes, mais celui qui a la charge de l'organisation des services, du bon fonctionnement des services, c'est à l'évidence le directeur général. Donc moi, je vois bien le directeur général être celui qui porte le projet. Selon la taille de la collectivité, évidemment qu'il devra y avoir d'autres personnes qui vont apporter leur pierre à l'édifice. S'il y a des systèmes dans les grosses collectivités de conseil en organisation, ça peut parfaitement être aussi l'occasion de les mobiliser. C'est plus un plaidoyer pro domo puisque je suis parti de l'administration, mais évidemment le directeur des affaires juridiques doit être associé à cette détermination-là. Le directeur des systèmes d'information, bien sûr, si on fait le choix d'une procédure dématérialisée, mais pour que véritablement ça soit non seulement le respect d'une obligation légale, mais aussi l'occasion de faire de la diffusion de culture, de la diffusion d'informations de nature juridique, il faut que ça soit, à mon sens, entre les mains de l'administration, avec des validations régulières de la sphère élective, mais c'est clairement l'administration qui doit se saisir, parce que ça sera elle qui sera directement impliquée au quotidien dans le fonctionnement et dans l'utilisation de cette procédure. Donc moi je vois bien d'abord et avant tout l'administration se saisir de cette mise en œuvre de procédure. Parce que qui mieux qu'elle sait comment les canaux peuvent fonctionner, peuvent ne pas fonctionner, savoir où sont les blocages potentiels, savoir à quel niveau doit se situer celui qui va collecter et ensuite éventuellement assurer le traitement, voire le dispatcher. Est-ce qu'on le fait en interne, est-ce qu'on le fait en externe? Ça, c'est pas encore réglé. On peut parfaitement imaginer une procédure qui permettrait de signaler ces faits en externe à la collectivité, sur le même modèle que ce qui pourra être éventuellement fait avec le référent déontologue. Donc, voilà, je crois que le champ des possibles est ouvert et c'est l'administration qui doit, à mon sens, faire son travail de conseil et d'organiser sous l'égide du directeur différentes général. Selon chaque collectivité et chaque organisation. Voilà. Oui, un dernier mot, ça n'empêche pas, comme on l'a vu ce matin avec la présidence de Mme Cutajar, que ce soit porté politiquement par un élu de la collectivité. Mais effectivement, je rejoins Samuel Dien, ça me paraît être quelque chose à mettre en œuvre dans le cadre de l'organisation administrative de la collectivité. Bien, donc s'il n'y a plus de questions, je propose de mettre un point final aux travaux de cette journée, non sans bien sûr vous remercier. D'abord les intervenants qui depuis ce matin se sont succédés à cette tribune, vous également dans la salle pour votre participation, pour vos questions, Jean Duherdier pour ces petits dessins qui sont venus nous éclairer. Merci beaucoup, merci pour ce talent. On l'a vu, il reste quand même encore quelques points obscurs ou en tout cas pas trop découverts, mais j'espère et je suis même certaine que vous repartez quand même avec quelques cartes maritimes éclairantes pour traverser ce nouvel océan de la déontologie dont je parlais ce matin, même s'il y a encore quelques terra partiellement incognita. Voilà, et pour aborder donc, je le disais aussi, un nouveau service public, une nouvelle façon d'exercer le service public, et Madame, tout à l'heure, l'a très bien fait remarquer également. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et je passe le micro au Président pour clôturer ces travaux. Bien, d'abord, je voulais vous présenter les excuses de Françoise Descamps-Cronier, qui est députée, qui est rapporteure de la loi du 20 avril 2016, qui s'excuse de ne pas être aujourd'hui, maintenant, parmi nous, pour la bonne raison, c'est qu'elle est membre de la Haute Cour de justice et qu'elle a la chance
de travailler sur le cas de Mme Christine Lagarde aujourd'hui. Elle m'avait dit, si le procès est reporté, bien sûr, je viendrai chez vous, mais si le procès n'est pas reporté, je suis obligé d'assister à la réunion, et bien sûr, on le comprend tout à fait. Moi, je voudrais juste, pour terminer, remercier les équipes de la SMAC qui se consacrent à l'organisation de ce colloque, qui, je crois, est toujours un rendez-vous intéressant pour le bloc communal auquel nous sommes tous attachés. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui s'associent à nous, tous nos partenaires. Vous avez la liste au dos de l'invitation. Il y en a deux que je voudrais citer ce soir. D'abord, il y a le CNFPT qui a pris en charge l'enregistrement visuel de notre journée que vous pourrez voir sur le site de SMAC L'Info et peut-être sur d'autres moyens d'accès. Et deuxièmement, il y a LexisNexis qui, lui, prend en charge l'enregistrement manuscrit et écrit de nos travaux et qui donneront lieu à publication dans les revues de LexisNexis. Voilà. Sur ce, merci à tous et puis bon retour dans vos communes respectives en vous disant à l'année prochaine.